Comme je l'avais expliqué dans certaines de mes vidéos, le corps physique de tout homme sera animé par un corps d'énergie consciente et intelligente qu'on appelle l'âme. Et entre le corps physique et cette fameuse âme existerait un autre corps dit éthérique, hein. Dépourvu de véritable conscience, celui-ci sera en fait un support énergétique, voire un moule à l'intérieur duquel se développerait l'embryon humain. Dès que l'embryon commencera à prendre forme dans le ventre de la femme, eh bien, le corps éthérique s'y installera automatiquement. Il apportera l'énergie vitale nécessaire à la croissance des différents membres et organes biologiques qui feront de l'embryon un véritable fœtus. Le règne végétal, comprenant toutes les fleurs, plantes et arbres, posséderait une caractéristique énergétique identique. C'est-à-dire que toutes nos plantes, fleurs, légumes et arbres seraient en fait composées d'une charpente éthérique qui, comme le corps éthérique de l'homme, absorberait l'énergie vitale environnante pour ensuite le redistribuer aux différentes composantes de la plante, de la fleur ou de l'arbre. L'émanation énergétique de cette matrice éthérique formerait une sorte d'aura lumineuse qui irradierait tout le pourtour des plantes, des fleurs et des arbres. Et certains clairvoyants peuvent de temps à autre entrevoir ce halo lumineux qui semble jaillir de la plante ou de l'arbre. Les esprits de la nature exerceraient en fait un travail d'accompagnement énergétique qui contribuerait au développement et à la croissance de tous ces végétaux et arbres. Il sera en fait l'accomplissement de la création divine. Ces esprits de la nature exerceraient leur art de planificateur invisible en travaillant directement sur la charpente éthérique de toutes ces plantes et arbres. La science aurait commencé à s'intéresser à cette nature éthérique des plantes et arbres qu'à partir des années 40. Une découverte faite accidentellement en 1939 par le technicien russe Simeon Kirlian et sa femme Valentina Kirlian aurait permis de photographier cette matrice éthérique des végétaux. Alors qu'il manipulait un générateur à haute fréquence utilisé dans des soins à l'hôpital, Simeon Kirlian, un électricien russe, sera intrigué par des rayonnements lumineux qui paraissaient entourer sa main. Il aura alors l'idée de photographier les rayonnements et constatera que d'un jour à l'autre, les rayonnements se modifiaient. Il va photographier alors des végétaux et observera une diminution des rayonnements lumineux au fur et à mesure du dépérissement de la plante, ce qui l'intriguait quand même. Il nota également une modification selon que la plante était saine ou malade, une modification de la luminosité. Et grâce à ce procédé photographique appelé effet Kirlian, hein, c'est ce qu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, l'effet Kirlian des fleurs aurait été ainsi photographié comme baigné d'un surprenant halo de lumière bleue. Et plus intrigant, lorsque vous coupez une feuille en deux, lorsque vous coupez cette feuille en deux, sur la photo Kirlian apparaîtra les contours de la partie manquante, car lorsque vous coupez la partie végétale, vous ne coupez pas la partie éthérique. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez là, on a coupé la feuille. Et là, vous avez dans la photo Kirlian, le morceau coupé réapparaît. C'est assez intriguant quand même, hein. Les appareils d'aujourd'hui permettent d'obtenir l'effet Kirlian, c'est-à-dire permettant d'obtenir l'effet Kirlian, se sont perfectionnés au cours des années, hein. Il est maintenant possible de filmer en continu l'énergie rayonnante à un organisme vivant. Certains contacts médiumniques semblent confirmer cette réalité éthérique de la nature végétale. Le message suivant aurait été obtenu en 1979. Il nous aurait été transmis par l'âme d'un désincarné du nom de Georges. Voilà ce qu'il disait. Il répondait aux médiums qui le questionnaient, hein. Sais-tu que les plantes ont une ébauche de pensée, hein? Il faut leur parler, elles ont une aura comme tous les êtres vivants, hein. Et d'ici, nous voyons toutes ces auras lumineuses, c'est magnifique. Les végétaux ont un double éthérique que la science a déjà commencé à percevoir, hein. Pour nous, c'est très net, hein. Plantes, fleurs et arbres sont entourés d'un halo lumineux qui leur vient de leur corps éthérique. Les végétaux sont très sensibles à la présence d'autres végétaux, à celle des animaux et à celle des hommes. Ils ne peuvent pas souffrir physiquement, mais ils peuvent souffrir moralement. Ils ressentent très nettement les ondes de pensée que nous leur envoyons sans même nous en rendre compte. Si ces ondes psychiques sont négatives, elles dépérissent, hein. Il faut leur parler comme nous parlons aux animaux. Elles ne comprennent pas, hein, bien sûr, le sens de nos paroles, hein, mais elles ressentent un élan chaleureux dirigé vers elles. Si votre pensée est positive, elles pousseront beaucoup plus facilement. Ce message obtenu par contact médiumnique semble rejoindre la théorie développée par un ancien policier, Clive Baxter, qui était un spécialiste des détecteurs de mensonges. C'était l'un des premiers à avoir osé parler d'une conscience chez les plantes. C'était en 1966. Cet expert de la CIA, spécialiste du détecteur de mensonges, avait eu un jour l'idée d'attacher les électrodes de son appareil aux feuilles d'une plante verte présente dans son bureau, par curiosité.
Baxter racontera que c'était le 2 février 66, dans son laboratoire de la ville de New York, qu'il s'était livré à sa première expérience sur les végétaux. Bah, son laboratoire n'avait rien de scientifique, hein. C'était en fait, c'était même pas un laboratoire, il s'agissait d'un sable local où il donnait de la formation sur l'utilisation de son détecteur de mensonges qu'il appelait polygraphe. Ben, il y avait là une plante, bon, il va raconter, on va le laisser raconter ce qu'il a fait au juste. Là, c'est Clive Baxter qui parle, hein. Pour une raison quelconque, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir combien de temps il fallait à de l'eau pour passer par les racines de la plante, remonter le long de sa tige, puis se rendre jusqu'au bout de ses feuilles. Après avoir saturé la plante d'eau, je me suis dit, j'ai tout cet équipement polygraphique, hein, c'est le détecteur de mensonges, hein, ici. Je vais relier le dispositif de détection de ce détecteur de mensonges, du moins psychogalvanique du polygraphe, hein, à une feuille. En gros, il branche son détecteur de mensonges sur les feuilles de la plante. Le dispositif de réaction psychogalvanique, hein, qu'il appelle RPG, hein, c'est la contraction de réaction psychogalvanique, hein, RPG, du polygraphe, mesure en fait la résistance de la peau à un faible courant électrique. Les tenants du polygraphe pensent que cet appareil est relié à l'anxiété et par conséquent au mensonge. En théorie, mentir produit chez le sujet interrogé une certaine anxiété qui accroît de façon assez grande mais mesurable sa sudation, sa transpiration. Sous l'effet de cet accroissement de sueur, la résistance au courant électrique de la peau va diminuer. Bah, je me suis dit qu'au moment où l'eau contaminée, après avoir remonté la tige, passerait aux feuilles, celle-ci deviendrait plus saturée et conduirait mieux l'électricité, ce qui me donnerait le temps mis par l'eau pour effectuer son parcours. Je serais donc en mesure de le lire sur le tracé du polygraphe. Bah, et pourquoi le polygraphe l'indiquerait-il? Parce qu'explique Baxter, il utilisait un montage conçu pour mesurer les changements de résistance. Il pensait que le changement de résistance serait détecté par le polygraphe lorsque l'eau atteindrait la feuille. Bah, la résistance décroîtrait très lentement et les tracés polygraphiques grimperaient lorsque l'eau atteindrait la feuille. Mais bon, c'est l'opposé qui va se produire, hein, à l'étonnement de notre scientifique amateur. Il jouera quelque peu avec les électrodes et constatera que le tracé du polygraphe, le détecteur de mensonges, hein, correspondait à celui d'un sujet contesté et qui réagissait à une question pouvant l'incriminer. Bah, à ce moment-là, Clive Baxter abandonna sa mesure du temps de parcours de l'eau, hein, pour aller des racines aux feuilles de sa plante. Et selon son récit, il se dit que la plante tentait de lui montrer des réactions semblables à celles qu'éprouverait un être. Bah, il pensera ensuite de quelle façon pourrais-je menacer le bien-être de cette plante de façon à reproduire la situation dans laquelle se trouverait un sujet contraint de répondre par un mensonge à une question compromettante, représentant une menace pour son propre bien-être. Jusqu'alors, Baxter n'avait jamais soupçonné que les plantes de son bureau étaient exactement comme des personnes, hein, et qu'elles étaient capables des mêmes réactions. Bah, il remarquait alors que la plante réagissait lorsqu'il l'arrosait. Et le polygraphe semblait montrer le même genre de réaction que lorsqu'un être humain faisait l'expérience d'un stimulé émotionnel de courte durée. Est-ce qu'une plante pouvait ressentir nos émotions? Bah, Baxter savait que la manière la plus efficace de déclencher une réaction importante du polygraphe, le détecteur de mensonges, hein, chez l'être humain, était de le mettre dans une position où il se sentirait menacé. Bah, il cherchait donc un moyen de menacer le bien-être de la plante, hein, et pensa tout à coup à brûler une de ses feuilles. Bah, au moment précis où il avait eu l'idée de brûler cette feuille, hein, acte qu'il va visualiser dans son esprit, et avant même qu'il ne bouge pour aller chercher une allumette, la plante deviendra comme folle. Le tracé du polygraphe, hein, détecteur de mensonges, prendra de l'ampleur et le marqueur ira jusqu'à franchir le bord supérieur du papier. Est-ce que la plante aurait pu lire dans son esprit? Bah, à l'aide d'un détecteur de mensonges, Clive Baxter, hein, avait effectué d'autres essais sur des plantes en appliquant des électrodes à leurs feuilles. En enregistrant les impulsions électriques, il avait découvert que les plantes étaient grandement sensibles à ses pensées, en particulier celles qui constituaient une menace à leur bien-être. Baxter avait également observé une réaction chez une plante à côté de laquelle de simples cellules étaient tuées. Il avait remarqué que les plantes possèdent une espèce de mémoire et qu'elles réagissent à la présence de personnes qui ont endommagé des plantes voisines. Dans une parade d'identification de participants anonymes, la plante étudiée pouvait retrouver la personne qui avait fait du mal à ses congénères. C'est incroyable. En 1969, vous avez un autre chercheur du nom de Marcel Vogel qui donnera un cours en créativité à des ingénieurs d'IBM. C'est à cette même époque qu'il va lire un article dans le magazine Argosy intitulé Les plantes éprouveraient-elles des émotions au sujet du travail de Clive Baxter.
Bah, intrigué, il va décider d'étudier de plus près ces affirmations étranges, hein. Et il va arriver à reproduire l'effet Baxter et grâce à ses nouvelles expériences, il avait découvert que les plantes réagissaient davantage à la menace de se faire brûler ou mutiler qu'au geste même. Marcel Vogel avait découvert que s'il déchirait la feuille d'une plante, une seconde plante réagissait, mais seulement s'il faisait attention à elle. Les plantes semblaient refléter son propre processus mental. Il en avait conclu que les plantes agissaient comme des piles, qu'elles stockaient l'énergie de ses pensées et de ses intentions. Bah, il avait déclaré à propos de ses expériences, j'avais appris que de l'énergie était liée aux pensées. Il était possible d'imprimer des vibrations à la pensée, si bien que l'énergie qui était reliée devenait cohérente et acquérait une puissance semblable à celle d'un rayon laser. C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous pensez négativement, vous envoyez des ondes négatives aux plantes et elles le ressentent assez rapidement. Bah, vous avez un autre chercheur du nom de Thelma Amos qui va reprendre certaines de ses expériences et lui il va constater qu'une feuille saine intacte que l'on destinait à être mutilée se mettait à modifier sa structure énergétique par l'apparition de trous noirs dans son rayonnement, aux endroits même où la feuille allait subir la découpe. C'est-à-dire cette feuille, cette plante avait anticipé le geste de Thelma Amos. C'est incroyable. Maintenant que nous avons évoqué l'énergie invisible qui animerait l'activité de toutes ces plantes, je vais vous dire quelques mots sur la nature énergétique des arbres. Bah, l'arbre est aussi constitué d'un corps éthérique qui embrasse complètement toute la forme. Ces canaux d'énergie montent jusqu'à la cime des arbres pour atteindre les feuilles qui baignent au soleil. Ce corps éthérique de l'arbre absorbe d'importantes quantités d'énergie quotidiennement. C'est un puissant chargeur. Et l'émanation énergétique de ce corps éthérique forme à travers l'arbre une sorte d'aura, un halo lumineux qui semble irradier tout le pourtour de l'arbre. L'apport en énergie vitale permet à l'arbre de développer sa croissance dans le temps. Bah, pour un clairvoyant qui peut percevoir les auras, lorsqu'il se promène dans une forêt, il se retrouve entouré par un bain de lumière, hein. Il peut voir des filets de lumière jaillir des plantes ou des arbres. Il peut aussi remarquer que le jet de lumière de beaucoup d'arbres semble envelopper certaines plantes environnantes. Et depuis des siècles, dans toutes les traditions, les êtres humains avaient toujours su que les arbres étaient des compagnons qui pouvaient nous offrir une énergie de guérison et d'accompagnement dans notre vie. Il fut un temps où les arbres étaient personnifiés, hein, honorés et remerciés de leur présence, hein. Bah, avec le temps, nous nous sommes progressivement éloignés de ces croyances, hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société matérialiste, hein. Tout a été banni, hein, tout ce qui a trait à l'invisible, pratiquement inexistant. On essaye de trouver des explications rationnelles à des phénomènes invisibles. Connaissant la nature énergétique des arbres, certaines cultures avaient commencé à s'en intéresser. Par exemple, au Japon, les arbres étaient sacrés. Bon, ils sont sacrés, ils sont toujours sacrés. On protège et on honore les arbres centenaires et millénaires dans les temples, les rues et les cours des jardins. On leur tresse une corde de papier, hein, tous les 100 ans, hein, ou une tresse en paille de riz tous les 1000 ans. Une corde spéciale est tressée pour les arbres millénaires en général. Les Japonais avaient aussi développé une thérapie reposant sur la nature énergétique des arbres qu'ils appellent la sylvothérapie. Et ces pins de forêt sont devenus une véritable institution. Ainsi, la ville de Tokyo a parrainé un sentier de sylvothérapie, hein, à proximité de la ville, hein, c'est-à-dire l'importance que les Japonais lui accordaient, hein. Bah, en France et dans beaucoup de pays d'Europe, au 19e et au 20e siècle, on avait installé des sanatoriums et des centres de cure dans des environnements forestiers. Certains fonctionnent encore, hein. Mais bon, comme vous le savez, hein, les médecines françaises sont très très peureuses ou frileuses pour tout ce qui concerne le pouvoir thérapeutique des arbres de la forêt, hein. Et pendant ce temps, au Japon, vous avez des scientifiques de la Nippon Medical School, hein, qui travaillent depuis des années sur le pouvoir thérapeutique des bains de forêt. Par exemple, le docteur King Lee aurait ainsi démontré que de simples promenades en forêt diminueraient le stress, renforceraient l'immunité et la vitalité. Une balade en forêt d'environ 30 minutes, hein, ferait baisser la tension des personnes souffrant d'hypertension, hein, régulariserait le taux de glycémie des diabétiques, tranquilliserait les hyperanxieux, améliorerait l'humeur et la concentration. Il aurait même une action préventive sur la dépression et le cancer, c'est pour vous dire. Bah, la sylvothérapie aurait également une action sur le cancer. En effet, les bains de forêt pourraient augmenter l'activité des lymphocytes, hein, NK, appelés aussi cellules tueuses naturelles ou lymphocytes nuls, hein. Ces cellules fabriquées dans la moelle osseuse produisent en fait des substances chimiques qui détruisent les cellules cancéreuses. Bah, ainsi, deux groupes d'hommes et de femmes avaient effectué un séjour de 3 jours et 2 nuits en forêt, hein. Durant ce séjour, ils ont fait 3 balades et ont dormi dans un hôtel en plein cœur de la forêt.
Ensuite, des tests sanguins avaient été réalisés avant et après le séjour. L'activité des lymphocytes NK avait largement augmenté dans les deux groupes. Cette augmentation avait persisté 30 jours après leur retour. Et que penser aujourd'hui du grand savoir des druides en France, pour qui la forêt est un lieu sacré, une cathédrale de verdure dans laquelle se déroulaient toutes les cérémonies? De toute évidence, les druides et le peuple celte en savaient beaucoup plus que nous sur le monde des arbres. Ça, ils connaissaient surtout la nature énergétique de ces arbres. Certains de leurs arbres étaient devenus sacrés pour une raison fort simple, hein. Leurs racines baignaient dans ce que nous appelons les veines du dragon. Ces véritables influx nerveux de la planète, hein. Ces courants dits telluriques sont des conduits d'énergie qui sillonneraient notre planète du nord au sud et d'est en ouest. Les principales migrations humaines ont toujours suivi ces méridiens d'énergie de la planète. Elles s'installaient généralement sur des croisements de courants telluriques. L'énergie régnante dans ces endroits vitaliserait, du moins vitalisante, il serait très très intense. De nos jours, les principales grandes villes sont construites sur certains de ces croisements de courants telluriques et l'emplacement de plusieurs constructions à l'intérieur de ces villes, hein, n'avait pas été choisi par hasard, hein. Il suivait tout en rééquilibrant l'influence énergétique dans la ville. En gros, certaines constructions suivent le chemin de ces méridiens. Par exemple, dans la ville de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris avait été bâtie sur un croisement de courants telluriques. Et les deux courants qui constituent ce croisement continuent leur chemin à travers la ville, hein. Et étrangement, vous remarquerez que certaines autres églises avaient été construites sur ce tracé énergétique. Et ce phénomène de l'exploitation des courants telluriques, vous pouvez le retrouver dans toutes les villes de la planète, hein. Les puissances de l'invisible veillent à ce qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre énergétique et certaines constructions ont été conçues pour cela. Là, comme vous voyez, l'arbre que vous voyez comme un objet inerte, immobile, sans vie, en réalité, il vit très bien cet arbre. Et grâce à sa charpente éthérique, c'est un énorme chargeur d'énergie. Et bon, certaines personnes aujourd'hui commencent à se rapprocher de certains arbres pour se recharger en énergie, pour essayer de s'épurer aussi. Parce que c'est une centrale d'énergie en fin de compte, un arbre comme celui-là que vous voyez dans la vidéo, hein, c'est une énorme centrale d'énergie. Mais je pense que dans le futur, ils vont mettre au point une sorte d'appareillage qui pourrait capter l'énergie éthérique de l'arbre pour le redistribuer via des électrodes au corps humain. Mais bon, cette machinerie n'existe pas encore. Je pense que certains commencent à y travailler. Parce que comme vous le savez, dans les archives akashiques, cet appareil existerait, hein, mais bon, c'est dans le futur. C'est des sortes d'électrodes, vous avez un appareil qui va amplifier cette énergie, le redistribuer au corps physique de l'être humain, puisque la quantité énergétique de l'arbre est beaucoup trop grande, donc on ne peut pas tout télécharger, donc il faut prendre juste une petite quantité qu'il faut redistribuer au corps humain. Et ce genre d'appareil serait doté d'une sorte de condensateur et amplificateur. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que maintenant vous savez que la nature végétale est en fait constituée d'une charpente énergétique de type éthérique, hein. Et pour ceux qui ont un regard de clairvoyant, vous constaterez que lorsque vous vous promenez dans les forêts, vous êtes environné par des bonnes lumières, hein. C'est ce que les âmes de désincarnés essayent de nous expliquer, hein. Toute cette végétation en réalité irradie de lumière, hein. Leur corps éthérique irradie de lumière. C'est une émanation énergétique à travers les plantes et les arbres que vous voyez. C'est-à-dire nous, avec notre regard, on va rien percevoir, hein. Bien que lorsque vous vous approchez de certains arbres, voire en les touchant par exemple, vous pouvez ressentir quelque chose. Vous pouvez ressentir une petite recharge d'énergie ou des vibrations, voire des vibrations aussi. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.